Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Deconomia. Je vais parler avec vous de protectionnisme. On va parler très rapidement de Donald Trump. Et effectivement, il y a des tensions entre les États-Unis et l'Union européenne, et tous les milieux des économistes s'affolent, criant en chœur l'inexcusable Donald Trump va mettre le monde sans dessus-dessous avec des nouvelles taxes, alors que le libre-échange, lui, battait son plein, qui dit le sens de l'histoire, l'horizon indépassable de toute politique commerciale parfaitement définie. Mais aujourd'hui, avec cette petite vidéo, je vais prendre évidemment cette position à contre-pied. Pour vous dire simplement que le libre-échange, même s'il a toujours été défendu, même s'il est le modèle dominant, Oh yeah. s'essouffle. Et qu'en réalité, il faudrait revenir à une certaine dose de protectionnisme. What? Alors évidemment, je n'entends pas le protectionnisme au sens de Donald Trump. Moi, tout simplement, je vais me positionner en vous expliquant pourquoi le libre-échange aujourd'hui n'est plus une solution viable et quel type de protectionnisme je voudrais instaurer pour contrebalancer les défauts du libre-échange. C'est parti! Alors déjà, le libre-échange. Le libre-échange, pourquoi ça ne marche plus? Quand on regarde les derniers accords de libre-échange, ou en tout cas les derniers cycles de négociations commerciales à l'Organisation mondiale du commerce, les États n'arrivent plus à se mettre d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est passé à un autre type de barrières. C'est plus les barrières tarifaires, ce sont des barrières non tarifaires. Mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est quoi des barrières non tarifaires? Tout simplement, c'est des normes, c'est des réglementations. Et là, en fait, on touche à quelque chose de beaucoup plus sensible. Pourquoi? Parce que quand on fait un accord de libre-échange, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, le TAFTA, on a vu qu'il y avait un énorme mécontentement dans la société civile qui a grossi tout au long des débats, tout simplement parce que, en fait, la société civile ne veut pas d'un nivellement par le bas de ses standards sociaux, sanitaires, environnementaux. Parce qu'en fait, faire un accord de libre-échange sur l'effacement des barrières non tarifaires, c'est ça, en fait. C'est mettre une même norme sociale, une même norme sanitaire pour tel type de bien, tel type de produit entre deux zones commerciales différentes. Et en l'occurrence, l'Europe ne voulait pas du tout ressembler aux États-Unis. On voulait pas avoir des OGM, des viandes génétiquement modifiées un peu bizarres, un peu chelou. Tout ça, ça nous intéressait pas. Nous, on tient à notre santé. Donc déjà, première limite du libre-échange, c'est tout simplement qu'il s'essouffle, qu'il ne parvient plus à se relancer. Deuxième chose extrêmement importante, qui en fait touche à un aspect de long terme, qui est là pour durer, qui va définitivement sans doute bloquer la poursuite du libre-échange, c'est tout simplement l'urgence, l'impératif du climat. Il faut sauver le climat, il faut sauver la planète, il faut changer notre relation à la nature. Wow. Et tout cela implique de remettre radicalement en question tout notre modèle de consommation. Et le libre-échange, c'est tout simplement le bras armé commercial de ce modèle-là, parce que le libre-échange, c'est lui qui a favorisé ce qu'on appelle la division internationale du processus de production, la DIPP. Et la DIPP, c'est quoi? C'est le fait que votre iPhone, il va être produit dans 15 pays différents, qu'il va y avoir l'appareil photo qui vient d'Allemagne, l'écran qui vient de Corée du Sud, et le libre-échange, il permet cela, parce que, évidemment, s'il n'y a aucune barrière, toutes les grandes entreprises vont être incitées à profiter de chaque petit avantage de chaque pays, et forcément, tout ça va avoir un impact environnemental colossal, parce que ça va générer plein de flux supplémentaires. Et tout ça, c'est non possible avec notre changement de modèle économique. Et ce changement de modèle économique, il va falloir l'accepter, les gens. Il va falloir accepter que nos biens, ils sont pas produits partout dans des conditions déplorables, parce que la planète, elle dit stop. La planète, elle va nous mettre un gros stop de cow-boy. La fête est finie. Et à ce titre-là, le libre-échange, ce n'est plus possible. Non est possible. Et à ce moment-là, vous allez me dire, ouais, mais on va remettre des barrières, le nationalisme, la guerre et tout, ça fait des tensions, les tensions, c'est pas bien. Voilà, tout ça, je suis d'accord avec vous, les gars. Ça va faire des tensions, ça va faire des taxes. Peut-être même qu'à très court terme, ça va renchérir le prix des biens importés. Vous voyez, je vous donne même des arguments. Et c'est vrai, quand on regarde la France, par exemple, il y a énormément de biens qu'on consomme chez nous qui sont importés de l'étranger. Je crois qu'aujourd'hui, on est autour des 37%, alors qu'on était à 22 il y a 15 ou 20 ans. Donc oui, on importe de plus en plus de biens, et oui, si ces biens sont produits dans des conditions dégueulasses, ils vont être taxés, et ça va être plus cher pour les consommateurs. Et ensuite, eh bien, les gens, ils sont pas contents. Oui, je suis d'accord. Évidemment, à très court terme, je suis d'accord. Mais maintenant, il faut réfléchir à ça, les gens. Est-ce qu'on pense à très court terme comme on le fait toujours, ou est-ce qu'au contraire, l'objet de la politique, c'est pas simplement, justement, d'anticiper les problèmes de long terme et d'apporter immédiatement des solutions, d'avoir justement cette vision à long terme et d'être prêt à souffrir un petit peu plus à court terme pour un plus grand bénéfice pour l'ensemble de la société à très long terme. Moi, à mon sens, c'est ça tout simplement l'objet de la politique, et à ce titre-là, je crois qu'il est légitime de se poser la question de est-ce qu'on consomme tel bien, est-ce qu'on accepte de traiter tel type de bien produit avec des mineurs du Congo qui sont exploités dans des conditions horribles et qui polluent à mort, est-ce qu'on traite de la même manière tel type de bien et un autre bien par exemple qui est produit en France dans des conditions sociales qui sont respectables, avec des procédés environnementaux qui sont éco-responsables, est-ce que voilà on va pas plutôt favoriser ce deuxième type de bien? Moi ça me paraît évident, c'est un choix de société et ça c'est à l'État de le faire. Parce qu'aujourd'hui il faut comprendre que les deux modèles ils coexistent. Il y a d'une part cette économie circulaire avec
avec justement ces produits qui sont fabriqués proches de chez nous, recyclés, où il y a une identification au territoire, c'est le fameux terroir. Bah, tout ça, c'est l'économie circulaire, c'est justement cette économie plus locale, plus respectueuse de l'environnement. Et de l'autre, vous avez tout simplement le modèle dominant avec le libre-échange et les produits qui sont fabriqués un peu partout et qui sont réexportés vers le consommateur final. Et bien ces deux modèles-là, ils coexistent déjà et ils vont continuer à coexister. Il suffit pas de gueuler sur tous les toits comme je suis en train de le faire. On a des habitudes de consommation qui sont implémentées depuis des décennies, donc le modèle du supermarché, il va rester pendant encore un bon moment. Néanmoins, c'est à l'État, c'est au pouvoir public de décider quel type de modèle il souhaite favoriser. Et l'État, aujourd'hui, il favorise clairement plus ce modèle consumériste, du libre-échange, des grands groupes. Donc à mon sens, l'État, il devrait faire ce type de protectionnisme, de ce qu'on appelle le protectionnisme solidaire. Oh yeah. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de taxer les produits qui viennent de pays à bas coût ou ces produits dans des conditions très mauvaises. C'est de taxer les produits, pareil, qui ne respectent pas les normes environnementales, ou tout simplement de les interdire si vraiment ils sont choquants, s'il y a des révélations. Et ça, c'est une demande de la société civile. Les consommateurs, ils veulent savoir aujourd'hui dans quelles conditions sont fabriqués tel ou tel bien, et veulent être vraiment acteurs de leur consommation. C'est les fameux consomme-acteurs, c'est ce fameux néologisme en marketing qui en ce moment fait un peu un tabac, parce que justement les consommateurs désormais, ils veulent pas simplement être des moutons qui consomment et qui achètent le truc le moins cher, ils veulent savoir si par leur consommation, ils perpétuent un système injuste, un système de gaspillage de ressources, un système qui justement ne respecte pas les fondements sociaux et environnementaux de base. Et donc les industriels, ils sont obligés de s'adapter, ils sont obligés de justifier le fait que leurs produits sont fabriqués dans des bonnes conditions, parce que ce sont justement des nouveaux besoins du consommateur, et que l'intérêt des entreprises, c'est toujours de se différencier par rapport à leurs concurrents sur un marché donné. Alors maintenant vient l'instant de la mise en pratique. Est-ce qu'on peut vraiment faire du protectionnisme solidaire? Et là, je vais mettre un gros stop à tout ce que j'ai dit. Le problème, c'est que si on veut le mettre en pratique, on peut pas. On peut pas, pourquoi? Parce que quand on regarde le rapport de force politique aujourd'hui en Europe, parce que la politique commerciale, c'est à l'échelle de l'Europe, eh bien on se rend compte que c'est pas possible. C'est pas possible. Merkel et Macron, c'est mort. Ils veulent défendre tout simplement l'ancien modèle, et aujourd'hui, il est impensable d'imaginer un protectionnisme solidaire. Alors attention, j'ai pas envie de taper sur eux, j'ai pas envie de taper sur eux et de faire de la polémique, tout simplement parce que c'est trop simple. Vous voyez, il suffit pas de remplacer les deux principaux dirigeants politiques de la zone euro pour qu'immédiatement une autre politique, un autre horizon soit possible. En fait, je pense principalement au modèle allemand. Alors oui, je sais, on va me dire l'Allemagne, mais c'est important de comprendre fondamentalement pourquoi, en fait, le blocage, il vient de l'Allemagne. Il vient de l'Allemagne parce que l'Allemagne a une population qui vieillit, et donc elle a basé son modèle de développement économique sur les exportations, sur le fait de dégager des excédents commerciaux de manière régulière, parce que l'idée des Allemands, c'est que ces excédents, ils vont lui permettre de créer plus d'épargne en Allemagne, qui va permettre de financer les retraités allemands. L'économie allemande, il y a plus de 40% de sa richesse nationale qui vient de l'exportation. C'est gigantesque. Donc l'Allemagne exporte des bagnoles, des machines-outils, des produits chimiques pour justement faire des excédents qui vont financer ses retraites. C'est le b.a-ba du modèle allemand. Et donc pour l'Allemagne, il est impensable, mais alors impensable, de faire du protectionnisme. Ça serait tout simplement se liquider, se flageller elle-même. Qui dit protectionnisme dans son propre état, dans sa propre zone commerciale, dit évidemment risque de répercussions. Voilà, peut-être que les Allemands, ils ont peur que les Chinois ou que les Américains ferment leur marché. Parce que évidemment, la Chine et les États-Unis, si on fait du protectionnisme solidaire, ils vont être concernés. Voilà, c'est pas non plus Greenpeace. On sait qu'ils ont des conditions sociales et environnementales de production qui sont pas très bonnes. Et clairement, si demain l'Europe dit, eh bien nous, notre modèle, notre différenciation en tant que justement quantité commerciale européenne, ça va être de respecter telle norme sociale et environnementale, c'est ça notre politique. Évidemment, ça rentre en contradiction avec le modèle américain et chinois. Les Allemands, pour eux, c'est niente, parce qu'ils ont envie de continuer à vendre leur Mercedes, et que, voilà, ils peuvent pas imaginer voir tout simplement l'économie allemande s'effondrer, tout ça pour faire un peu de protectionnisme solidaire. Mais du coup, ça empêche tout changement de modèle, et c'est pas du tout adapté à l'urgence climatique. En fait, tout est lié. C'est pas économie circulaire d'un côté, libre-échange de l'autre, Europe de l'autre, et je ne sais quoi d'autre à côté. En fait, tout correspond à une seule chaîne. Et économie circulaire, justement l'écologie, c'est simplement un seul maillon. Mais si on veut changer ce maillon-là, si on veut changer radicalement notre impact sur l'environnement, il faut changer tous les autres maillons de la chaîne en fait. Tout est lié en fait, tout est interdépendant. Si on veut traiter le sujet de l'écologie, il faut également passer par du protectionnisme solidaire, il faut changer de modèle commercial, et il faut derrière changer de modèle de production radicalement. Il faut aussi changer notre mode de régulation, ce qui suppose donc d'avoir des pouvoirs publics qui aient une capacité d'action sur la société bien plus importante, donc de quitter le néolibéralisme, donc en partie de quitter l'Europe. Parce que l'Europe, elle a entériné dans ses traités un certain type de fonctionnement, un certain rapport de l'État au marché, et ce
ce rapport-là, il faut le changer si on veut que l'écologie redevienne un enjeu prioritaire. Si on veut développer l'économie circulaire, il faut la soutenir par rapport à un autre modèle dominant qui est celui de la société consumériste. Or, ce modèle-là, il s'appuie sur le libre-échange, les grands groupes, l'évasion fiscale. Et le fait même que ce modèle-là consumériste puisse exister et perdurer s'explique par le fait qu'il s'appuie à la fois sur des lois. Donc là, c'est vraiment, il faut changer le rapport de l'État à la société, le rapport à l'Europe, etc. Donc là, c'est l'enjeu de l'Europe. Donc il s'appuie sur des lois et il s'appuie sur des affects, sur des habitudes de consommation qu'on a en fait implémentées depuis notre plus jeune âge. Oh yeah. Donc tout ça, c'est la publicité, c'est l'éducation, voilà, c'est tout ce genre de choses. Et là, il faut tout simplement s'en prendre à l'école, il faut s'en prendre à la publicité, etc. En fait, tout est lié, tout est interconnecté. Et si on veut changer radicalement de modèle, il faut appuyer sur chacun de ces leviers. Le message final de ma vidéo, c'est ça, c'est que en fait, il faut tout penser de manière globale, il faut penser de manière systémique. Et en fait, si on veut vraiment changer notre modèle économique, prendre en compte désormais la nouvelle donne climatique, qui en fait menace tout simplement la soutenabilité de notre espèce. C'est l'homme derrière qui est menacé. La nature, elle s'en remettra. La nature, elle a une capacité à survivre à des chocs climatiques extraordinaires si on regarde l'histoire. Par contre, l'homme, lui, c'est pas possible. L'homme, pour survivre, il a besoin d'un certain environnement, de vivre dans une certaine fourchette de degrés, avec une certaine qualité de l'air, une certaine qualité de l'eau, une certaine qualité des sols. L'homme, il a besoin d'un environnement naturel propice. Il y aura toujours des espèces qui arriveront à survivre, mais l'homme, c'est pas le cas. Donc c'est pour nous, en fait, le changement climatique. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé d'être concis et en même temps de garder un certain dynamisme, même si c'est pas évident et que c'est des gros enjeux. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à suivre ma chaîne, à vous abonner, allez voir mes autres vidéos également. Et puis voilà, tout simplement, mettez la petite cloche de notification, comme ça, quand je mettrai une prochaine vidéo, vous pourrez la regarder en premier. Hein, voilà, vous serez les premiers informés. Voilà, en tout cas, vraiment hyper cool que vous ayez suivi la vidéo jusqu'au bout. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, parce que je vais en publier pas mal dans les semaines qui viennent. Donc voilà, j'espère que vous serez présents et que vous répondrez fidèlement à l'appel de Deconomia. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne et puis bonne semaine les loulous. Allez, à plus!